Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un topo sur l'économie mondiale et la crise capitaliste. Et donc voilà, je vais essayer de commencer un peu avec une introduction pour mettre un peu en perspective le contexte global, pour ensuite avancer plus clairement vers qu'est-ce qui a permis en fait, comment la crise capitaliste de 2007 s'est approfondie et quels sont les foyers d'un potentiel nouvelle crise, quoi. Donc voilà. Donc 8 ans après le début de la crise économique la plus complexe et la plus longue de l'histoire du capitalisme, la menace d'une crise plus grave hante l'économie mondiale. Donc après l'entrée en crise des pays émergents, c'est au tour des grands pays capitalistes de se retrouver désormais dans l'impasse. Donc pour éviter une récession généralisée, ce sont des montagnes de dettes qui ont été injectées, accumulées dans l'économie capitaliste. Donc des énormes masses de liquidités ont été injectées pour venir soutenir sous perfusion l'économie mondiale. Donc ça a été du jamais vu dans l'histoire du capitalisme. Pourtant, malgré toutes ces politiques monétaires, une reprise de l'économie mondiale n'est pas à l'ordre du jour. Pire, les perspectives s'assombrissent. Non seulement la crise s'approfondit chez les émergents, entraînée par les signes de plus en plus inquiétants de l'économie chinoise, mais c'est désormais donc l'Europe qui pourrait être de nouveau rattrapée par une crise des dettes souveraines. Avec cette fois-ci les banques italiennes et la Deutsche Bank qui rentrent en tourmente. Donc non, décidément, l'économie mondiale doit rester sous perfusion. Toute secousse, aussi minime soit-elle, comme une hausse des taux directeurs de la Fed ou de la BCE qui pourrait être disproportionnée, pourrait provoquer une panique boursière, quoi. De la même façon qu'une dévaluation du yuan, donc la monnaie chinoise, tout aussi disproportionnée, peut provoquer des remous dans l'économie capitaliste, quoi. Donc symptôme qu'en réalité, la crise de 2008 est loin d'avoir été résolue. Pire, le remède pour éviter la récession généralisée a accentué les contradictions. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir un peu tous les foyers, tous les foyers qui se sont multipliés depuis 2007. Donc tous les signaux de l'économie mondiale sont en rouge. On regarde un peu la chute brutale des cours du pétrole, qui a baissé de 70% en moins de 2 ans, le fort ralentissement de l'économie chinoise, ou encore la récession enregistrée dans les principaux pays dits émergents. On voit par exemple le Brésil qui vit de ses pires récessions depuis 1901, ou la crise qui s'approfondit en Russie, sur fond de forte inflation et d'une chute du rouble à un niveau plus bas depuis 1998. Cette crise aussi rattrape aujourd'hui les États-Unis. Après 7 années de croissance, les États-Unis, il semble qu'ils se retrouvent dans une fin de cycle. La croissance aux États-Unis est en berne en 2016 et voilà. Et donc pour voir aussi en Europe, le Brexit voilà. En fait, le Brexit n'est pas tant en fait celui qui hante, mais bien en fait l'Italie et les banques qui n'ont pas du tout encore purgé la crise de 2009. Donc juste pour citer un peu un économiste belge qui explique par exemple que en fait en 50 ans de carrière, il n'avait jamais vu autant de foyers dangereux s'allumer à la fois. Donc ça, c'est une illustration que même, à contrario de 2007-2008, où les économistes, etc., ne prédisaient pas la crise, aujourd'hui, tous les spécialistes des banques, de la finance, toute la bourgeoisie, en fait, s'inquiètent clairement d'une crise qui est réellement, en fait, dans tous les esprits, mais une crise qui est bien plus grave que celle de 2007. Il suffit un peu de regarder sur Google, on fait une recherche sur crise mondiale,
on voit des titres, toujours en relativisant, on voit toujours des titres de plus en plus catastrophiques, etc., ce qui n'était pas du tout le cas avant la crise de 2007. Donc voilà. Pourtant, la différence avec 2007, c'est que l'ensemble des ressorts financiers visant à atténuer la crise, les États en ont usé et abusé, laissant très flou le que faire si la situation se détériore encore une fois. Donc, j'aimerais pour commencer un peu revenir un peu venir un peu sur comment les capitalistes ont tenté de résoudre la crise des subprimes. Donc, juste pour revenir un peu sur un petit historique rapide, parce que je pense qu'on a tous tendance à oublier un peu ce qui s'est passé. Donc en fait, le 15 septembre 2008, c'est la faillite de Lehman Brothers, quatrième plus grosse banque américaine. Donc partie des États-Unis et de l'éclatement des crédits immobiliers dits subprimes, la crise s'est propagée à vitesse grand V de la sphère financière à la sphère de l'économie réelle, quasi simultanément dans le monde entier. Ainsi, en Grèce, les États-Unis, le Japon, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne sont rentrés en récession. Le chômage de masse est monté en flèche et a doublé dans les principaux pays impérialistes et a carrément quadruplé en Grèce, par exemple. Donc, pour éviter une contagion généralisée de la crise financière, les principaux États et les banques centrales ont injecté massivement des liquidités pour sauver le système bancaire, quitte à nationaliser partiellement ou entièrement, comme au Royaume-Uni. Voilà. Donc, pour ce faire, les États se sont endettés en masse. Ils ont ainsi socialisé les pertes, ce qu'on appelle comme ça, faisant ainsi peser le poids de la dette sur les travailleurs en usant des hausses d'impôts et de l'austérité qu'on connaît aujourd'hui dans le monde entier. C'est alors qu'en 2011, suite à cet endettement massif, l'épicentre de la crise financière s'est déplacé en Europe et a pris la forme de la crise des dettes souveraines. L'Espagne, le Portugal sont d'abord entrés dans la tourmente. C'était ensuite la crise grecque, dont on se souvient très bien, avec Syriza qui aujourd'hui applique l'austérité pire que ce qu'auraient fait ses prédécesseurs. Donc c'est ainsi que, entre 2007 et 2014, la dette publique mondiale a augmenté au rythme vertigineux de 10% par an au lieu de 5,9% avant la crise. Donc ça a un niveau jamais atteint dans l'histoire du capitalisme. Pour donner un exemple, outre-Manche, donc aux États-Unis, la dette américaine est passée de 10 000 milliards de dollars, donc c'est 10 000 milliards, en 2009, à aujourd'hui 19 000 milliards en 2016. C'est-à-dire qu'il y a quasi un doublement de la dette, ce qui montre la masse énorme empruntée pour tenter de résoudre la crise, mais aussi les malheurs qui peuvent ensuite arriver ensuite. Donc, pour essayer d'être intelligible justement sur tous ces concepts, c'est important de comprendre concrètement quelles sont les politiques monétaires qui ont été mises en place par les différents États impérialistes et par les banques centrales. Donc, on l'a vu, le sauvetage des banques n'a pas suffi. À partir de 2009, pour réanimer la croissance, les banques centrales ont cessé de tenter de simuler le crédit pour relancer la croissance et l'économie. Donc une chose est de sauver les banques, une autre chose est d'essayer de ranimer une économie qui pouvait entrer en récession généralisée, et donc de stimuler le crédit et d'essayer de faire en sorte que les banques puissent prêter aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Donc pour cela, en fait, les banques centrales peuvent user de deux outils. Le premier, c'est agir sur le prix de l'argent, c'est-à-dire en agissant sur les taux d'intérêt, les taux directeurs. Et l'autre, c'est d'agir sur la quantité de monnaie disponible, sur la masse monétaire en circulation.
Donc en fait, cette dernière, c'est ce qu'on appelle plus communément le quantitative easing. Donc en fait, c'est un terme un peu barbare pour dire que, en fait, voilà, donc, pour accélérer l'économie, le quantitative easing, en fait, a été utilisé pour l'une des premières fois dans l'histoire du capitalisme, à échelle aussi massive. Donc en fait, pour préciser un peu le concept, donc en premier lieu, la banque centrale crée de la monnaie en ajoutant une ligne de compte, une ligne de crédit dans ses fichiers. Ensuite, elle s'en sert ensuite de cet argent qu'elle a nouvellement créé pour racheter des titres de dette des États aux banques et assurances pour qu'elles puissent ensuite utiliser cet argent pour impulser et faire du crédit supplémentaire aux entreprises. Donc en fait, l'objectif est donc de décharger les banques d'une partie des dettes qu'elles avaient achetées, parce que justement ces dettes aujourd'hui semblent ne valoir plus grand-chose vu qu'il y a beaucoup d'emprunts à taux négatifs. Donc voilà, l'objectif, in fine, c'est d'accentuer la reprise, d'augmenter, d'encourager l'activité. Donc voilà, concrètement, après la crise des subprimes, la Fed américaine donc, a été la première à user du quantitative easing. C'est-à-dire que des masses énormes de liquidités ont été injectées dans l'économie. Donc ce sont des 4 500 milliards de dollars qui ont été injectés dans l'économie. En 2015, la BCE, qui a toujours rechigné à utiliser cette méthode, plus bas, d'accord. Ouais. Donc, c'est. Donc, en 2015, pour la première fois, la BCE a elle aussi succombé à l'injection de liquidités dans le système monétaire. Donc, ce sont 1100 milliards qui ont été injectés entre 2015 et 2016. Donc, c'est une illustration, une expression encore que les principaux États et les BCE se retrouvent aujourd'hui dans l'impasse. Donc, pour essayer d'illustrer un peu tous ces chiffres, c'est intéressant de voir que, voilà, donc pour remettre un peu en contexte, depuis 2008, il y a eu donc tout un tas d'outils qui ont été utilisés pour faire décoller l'économie et éviter une récession généralisée. Donc, ce sont résultats aujourd'hui, en fait, avec l'ensemble de cette injection de masse monétaire, la planète aujourd'hui, croule aujourd'hui sous 21 000 milliards de dollars de monnaie en circulation. Donc, en fait, c'est 3 fois plus qu'en 2007. Pardon. 3 fois plus qu'en 2007. Donc, entre 2007, la crise de 2007 et les années 2016 et l'année 2016. La quantité de masse monétaire a triplé dans le système financier bancaire. Voilà, toute une masse monétaire dont on n'a pas vu la couleur, bien sûr, mais qui est venue inonder les marchés financiers. Donc, pour essayer de comprendre plus concrètement, parce qu'en fait, tout cet argent, bien sûr, les travailleurs n'en voient pas la couleur. C'est de l'argent qui est injecté dans les sphères financières et qui viennent alimenter les bulles. En fait, un peu partout donc, dans le monde, la drogue de la création monétaire qui est venue en fait, inonder les marchés ne s'est absolument pas transformée ni en relance de la croissance, ni en reprise de l'inflation. Donc, en fait, pour expliquer tout ça, en l'absence de croissance ou de sphère d'investissement suffisamment rentable, l'argent est resté étalé de banque en banque. Il a été investi sur les marchés financiers et dans tout ce qu'on appelle les produits dérivés. Donc, en fait, tout cet argent est venu alimenter la sphère de ce qu'on appelle le capital fictif. Donc, qu'est-ce que le capital fictif ? Donc,
le capital fictif, en fait, c'est développé profondément lié au système du crédit bancaire. Il procède un peu d'une logique de prévalidation du procès de valorisation du capital. Donc en fait, c'est un titre qui donne droit, d'une certaine façon, à une prétention sur les profits à venir. Donc en fait, si les promesses de profit ne sont pas tenues, c'est-à-dire que l'investisseur ou le capitaliste ne retrouve pas l'argent initialement investi ou le taux d'intérêt qui lui avait été promis, cela peut conduire à l'éclatement de bulles financières. C'est un peu l'exemple de ce qui s'est passé avec les subprimes. Donc voilà, en fait, le capital fictif, c'est en fait une forme d'extraction de la plus-value. Donc on dit beaucoup en fait que voilà, la sphère financière, l'économie réelle se sont complètement déconnectées, mais clairement aujourd'hui, ça n'est pas du tout le cas. La sphère financière, même si elle s'est relativement autonomisée à travers les marchés financiers, etc., reste soumis en dernière instance à l'extraction de plus-value, à l'économie réelle, comme on l'appelle. Voilà, donc juste pour rentrer un peu plus dans le détail, donc voilà, donc en fait, à l'exception des actions par exemple, cette énorme masse de capital fictif ne représente pas en réalité le capital réel investi dans la production. Donc il représente un titre donnant droit à une part de la plus-value à venir d'ailleurs. Donc en fait, d'année en année, c'est une façon de s'approprier une partie de la plus-value. Donc c'est pour ça que les crises en fait ramènent toujours l'économie financière à la sphère de l'économie réelle. Parce qu'en fait, si l'argent qui était prévu n'est pas remis à l'investisseur, il se retrouve avec toute cette bulle qui s'est créée s'effondre telle aussi vite, voire beaucoup plus vite qu'elle ne s'était créée. Donc voilà, donc pour préciser un peu plus... pardon. The last one. Ok. Donc voilà, donc le titre de capital fictif représente donc un titre qui donne droit à une part de la plus-value, c'est-à-dire à une part de la plus-value à venir. Donc en fait, si en gros un investisseur achète un titre à une certaine somme et attend en retour une certaine somme d'intérêt, si cette promesse qui était due à l'investisseur n'est pas réellement due, en fait, cela donne justement lieu à des crises boursières, des crises d'éclatement, des bulles financières qui se sont créées donc, au fur et à mesure, et donc il y a un effondrement total de l'économie financière, et c'est ce qu'on appelle l'éclatement des bulles. Voilà. Donc, où on en est. Donc, voilà. Donc, pour préciser un peu plus la dette publique, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, la dette publique, il y a une spécificité, c'est qu'elle ne représente absolument pas ni une action, un titre de propriété sur du capital réel, ni même une fraction de plus-value à venir. En fait, c'est un titre qui donne droit en fait à une quote-part sur le montant des impôts à venir. C'est un peu la spécificité de la dette, c'est-à-dire que, en dernière instance, quand un investisseur achète un titre de dette publique, ce qu'il attend, c'est 3% par exemple, et donc ces 3%, ce sont d'une certaine façon les impôts des salariés et des travailleurs qui viendront en fait le rembourser. Donc c'est pour ça que
C'est une particularité de ce qui concerne la dette publique. Donc voilà, je vais essayer d'avancer un peu plus vite parce que voilà. Donc depuis cette crise, la perfusion monétaire est arrivée à un niveau inédit. Donc le capital fictif qui s'est développé surtout depuis la libéralisation financière des années 70 a quasiment triplé aux États-Unis, au Japon, en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Et donc cette crise a d'une certaine façon augmenté d'autant plus cette sphère financière qui vit sur les profits du futur en fait. Sur les profits du futur et en même temps sur les impôts du futur. Donc c'est ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a une énorme part de l'économie financière est basée sur le futur en fait. Et ce futur, quand il est sombre, ça commence un peu à donner des irrégularités, comme par exemple les taux d'intérêt négatifs qu'on voit aujourd'hui, qui sont émis par l'ensemble des banques et par les États aussi. Donc voilà, je vais essayer voilà, je donne un exemple un peu de citation un peu de financiers, d'analystes qui expliquent un peu d'une certaine façon eux comment ils voient la situation. Donc voilà, un analyste d'un fonds d'investissement expliquait que toutes les banques centrales ont créé une dépendance totale à l'abondance de liquidités, qui sera inévitablement et d'autant plus douloureuse lorsque cela s'arrêtera. Donc tout le marché d'obligations, donc de dette souveraine qui s'est créé autour de cette crise, voilà, a créé une énorme dépendance. Pardon. Je répète ? Donc, excusez-moi. Donc, un analyste d'un fonds d'investissement expliquait que les banques centrales ont créé une dépendance totale à l'abondance de liquidités qui sera inévitablement et d'autant plus douloureuse lorsque cela s'arrêtera. C'est un peu comme un malade à qui on donne une perfusion et cette perfusion n'est jamais suffisante et le malade est dans le coma et on ne sait pas quand il se réveillera, quoi. Pardon. Donc, voilà. Donc, un autre économiste explique par exemple que cette bulle est plus redoutable que celle de l'immobilier aux États-Unis avant 2007. Donc, voilà pour un peu le niveau conceptuel. Et je vais essayer voilà, d'avancer un peu plus vite et de... Ouais, pardon. Donc, c'est bon ? Donc, voilà, on a beaucoup parlé du Brexit. Ça a fait beaucoup les gros titres. Mais en réalité, en fait, vis-à-vis des financiers, le Brexit, c'est pas vraiment ce qui a inquiété le plus la sphère financière. Généralement, ce sont plutôt les banques italiennes ou la plus grosse banque allemande qui aujourd'hui font les feux de l'actualité vis-à-vis des investisseurs. C'est un peu le foyer de la crise qui pourrait réveiller la crise des dettes souveraines telle qu'on l'a connue en Grèce. Donc, pour essayer d'illustrer, voilà, c'est une panique un peu généralisée dans la sphère bancaire. Tous les principaux groupes bancaires ont perdu 25% de leur valeur depuis le début de l'année. Donc en fait, c'est quand aujourd'hui les banques commencent à perdre un quart de leur valeur, il y a de quoi s'inquiéter. Donc en fait, la Deutsche Bank, elle, a vu le prix de son action divisé par deux. En fait, pour illustrer,
c'est une banque qui a 200 000 milliards de dépôts bancaires sur ses comptes. Et aujourd'hui, elle vaut à peine 20 000 milliards. Donc en fait, 10 fois moins qu'il y a de dépôts dans la banque. C'est l'expression d'un sauf-qui-peut généralisé qui commence à rentrer en Europe et donc qui touche aujourd'hui la première banque allemande. C'est donc quelque chose qui peut profondément impacter la suite. Donc, ce sont aussi les banques italiennes qui sont dans la tourmente depuis la crise de 2009-2008. C'est-à-dire qu'en fait, en Italie, alors que la majorité des banques ont socialisé les pertes à travers l'aide des États, l'Italie, elle, a décidé, pour des raisons politiques, j'imagine, de remettre ça à plus tard. Et c'est donc aujourd'hui qu'elle s'inquiète aujourd'hui des 360 milliards d'euros de créances douteuses qu'elle possède aujourd'hui. Donc, résultat, donc, en 6 mois, l'indice des banques italiennes a cédé de 55%. Donc, c'est aussi une illustration que le foyer, la question des créances et de tout ce qui a été fait en fait en 2008 n'est absolument pas résolu et aujourd'hui se révèle à travers des cas comme la banque allemande ou les banques italiennes. Donc, je vais essayer d'avancer un peu plus vite sur la question de la Chine, parce que la Chine aussi est un cas qui aujourd'hui pose grandement question, grandement problème. Donc, on se rappelle par exemple cet été, l'été dernier en fait, l'explosion de la bulle boursière en Chine. Donc en fait, le principal indice boursier en Chine avait plongé de 32%. Donc en fait, cette crise qui avait émergé aujourd'hui apparaît un peu comme un petit événement par rapport à ce qui attend. En fait, on voit aujourd'hui le ralentissement de l'économie chinoise atteindre son plus bas depuis 25 ans. C'est-à-dire que la Chine était plutôt habituée à des taux de croissance de 10, 8, des taux de croissance vertigineux. Et aujourd'hui, en fait, la croissance chinoise va atteindre 6 à 7%, ce qui fait rougir, bien sûr, les économies capitalistes, mais qui, en fait, est potentiellement bien maquillée. C'est-à-dire que des spécialistes expliquent aujourd'hui que ce serait surestimé et donc elle serait plutôt autour de 2 à 3%. Donc c'est juste que j'attends que ça traduise. Donc l'impact de l'économie chinoise est très important. C'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, elle entraîne, par exemple, l'ensemble des pays émergents dans sa chute. Donc des pays émergents comme le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud. Et donc aujourd'hui, seule l'Inde arrive encore un peu à sortir la tête de l'eau. Donc en fait, c'est surtout au niveau des matières premières, dont ces pays émergents sont exportateurs vis-à-vis de la Chine, qui sont touchés. Slowly. Ah, donc, d'accord. Donc, le point important de la Chine, le point important de la Chine réside surtout du fait justement qu'il entraîne l'ensemble des pays émergents dans sa chute. C'est-à-dire aussi bien le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud,
Et donc aujourd'hui, le seul pays qui arrive à sortir un peu la tête de l'eau, donc parmi les émergents, c'est l'Inde, qui arrive pour le moment à trouver son épingle dans le jeu. Donc, tirer son épingle du jeu, pardon. Voilà. Donc, pour expliquer... Bon, voilà. Donc, en fait, le ralentissement chinois a des impacts qui sont extrêmement élevés. C'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui la chute des prix du pétrole, donc 70% de chute en 2 ans, c'est profondément lié à la baisse de la consommation chinoise. C'est l'illustration que la Chine en soi, qui représente 30 à 40% de la croissance mondiale, un ralentissement pourrait créer en fait une récession généralisée dans le monde entier. Donc voilà, donc cela explique en partie la baisse du prix du pétrole, parce que justement il y a d'autres choses qui sont en jeu. Par exemple, l'offre de pétrole qui est surabondante, c'est-à-dire que les pétromonarchies aujourd'hui tentent de garder leur monopole par rapport au pétrole de schiste américain. C'est à la fois la baisse de demande chinoise, la baisse de demande chinoise, et en même temps la tentative de capitalistes de tenter de garder leur marché à eux. Donc, au-delà de la Chine, du poids de la Chine dans l'économie mondiale, c'est aussi des contradictions internes qui semblent d'autant plus préoccupantes. Donc, en fait, le fond du problème chinois, c'est qu'elle fait face à une surcapacité productive qui atteint parfois en fait entre 40 et 50% en fonction des secteurs. Donc, ce qui se passe, c'est que à force d'avoir 7, 8, 10% de croissance, à force d'avoir investi et d'avoir été le premier exportateur mondial, une baisse de la croissance a pour conséquence un nombre très très impressionnant en fait de capital constant, de capital qui produit, qui devient soit inactif, soit maintenu artificiellement en l'attente d'un retour de la croissance. Donc, face à ces difficultés, les entreprises chinoises s'endettent à un niveau incroyable. C'est-à-dire qu'elles détiennent la dette la plus élevée au monde, avec 15 000 milliards d'euros en 2015. Donc, tout cet argent qui est emprunté vise aujourd'hui en fait à tenter de maintenir les entreprises, de maintenir l'économie telle qu'elle est. Donc, c'est quand même une donnée qui donne à se questionner. Jusqu'à quand ça peut durer? Donc, ce sont plutôt les secteurs du bâtiment, des produits manufacturés et des mines qui sont touchés, fermés. Donc, on voit aussi que la croissance chinoise est aussi fortement basée sur des dettes qui visent à réaliser d'énormes projets inutiles, bien pire que ceux qu'on voit en France. C'est-à-dire que pour illustrer ça, en fait, ces 3 dernières années, la Chine a consommé autant de ciment que les États-Unis dans tout le XXe siècle. C'est un peu pour illustrer
le, enfin que le c'est un peu pour illustrer que c'est juste impressionnant en fait de voir le poids qu'a pris le secteur du bâtiment dans l'économie et le nombre de projets inutiles qui tentent de maintenir artificiellement l'économie et les entreprises d'État. Donc la contradiction donc fondamentale, c'est que cette spirale d'endettement n'a pas du tout permis de relancer la croissance autant que prévu. Donc tout ça, c'est à mettre en lien aussi avec une situation où la fièvre sociale est en train de monter en Chine, où on voit par exemple le doublement sur l'année 2015 du nombre de grèves, de mouvements sociaux qui ont pour principal objet le non-paiement des salaires. C'est-à-dire qu'en Chine, vu que juridiquement, en fait, les entreprises ont des statuts qui ne sont pas très définis, les entreprises ne font pas faillite. C'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas payer de salariés pendant, pendant très longtemps, en fait. 5, 6 mois, 1 an, en fait. Donc c'est pour ça que les grèves ont pour objet plus particulièrement le non-paiement des salaires. Donc, voilà. Donc, du point de vue international, ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, on a vu un peu l'importance du marché chinois, de l'économie chinoise dans le monde capitaliste, et en même temps les contradictions internes. Mais en même temps, le jeu géopolitique entre les États-Unis et la Chine est un élément important de l'équation. Donc voilà, la Chine, c'est comme je l'ai dit, c'est le premier exportateur mondial et il est en quelque sorte pris vis-à-vis des États-Unis entre le marteau et l'enclume. Du coup, entre la Chine et les États-Unis, des accords sont mis en place pour mettre en place une parité de taux de change entre le yuan et le dollar. Donc cette parité permettait jusque-là de limiter les risques de change et de permettre d'une certaine façon de faciliter la circulation des capitaux entre les deux grandes puissances. C'était d'une certaine façon un statu quo qui arrangeait bien tout le monde. Mais depuis, après 10 ans de maintien de cette parité, les autorités chinoises sont entrées dans un jeu un peu dangereux. C'est-à-dire que ils sont rentrés face en fait, à la forte inflation aux États-Unis depuis ces 2 dernières années et face aux difficultés internes que rencontre la Chine, internes et externes que rencontre la Chine dans son économie, ils sont passés dans une phase de ce qu'on appelle d'évaluation compétitive. Et donc l'objectif, bien sûr, c'est de tenter de relancer la machine chinoise, les exportations. Donc pour tenter un peu d'illustrer ce changement de ton des autorités chinoises, donc cet été 2015, les autorités chinoises en fait, ont dévalué de 3% le yuan par rapport au dollar en 3 jours. Ça avait complètement ébranlé les marchés. Et donc en fait, il y a tout changement brusque de politique des autorités chinoises vis-à-vis de la situation mondiale peuvent aujourd'hui, s'ils sont mal calculés, créer des énormes, d'abord sur le marché intérieur, des crises et en même temps peuvent
si ces dévaluations sont beaucoup trop fortes, tel un foyer être le foyer d'une crise qui soit bien plus profonde. Donc, voilà. Donc, pourtant, en fait, s'il y avait une poursuite justement donc, de cette dégringolade du yuan de 25 à 30%, ça pourrait avoir des impacts qui sont non négligeables. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un risque de récession généralisée. C'est-à-dire que s'il y a une baisse des prix en Chine, donc du premier exportateur mondial, tous les produits chinois qui sont exportés dans le monde entier deviendraient mécaniquement moins chers et donc ça tirerait l'ensemble des pays qui achètent à la Chine les prix vers le bas. Et donc ça pourrait avoir un impact généralisé sur l'économie mondiale. Donc, c'est pour ça que cette politique aujourd'hui monétaire de la Chine, elle peut être à double tranchant. Y compris, elle pourrait ne pas être acceptée par ses principaux partenaires qui aujourd'hui voient d'un très mauvais œil ces dévaluations. Donc, je vais conclure. Donc voilà, donc, pour essayer donc, de conclure, juste par une première citation, donc, la citation de l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre. Donc, il explique la politique monétaire des dernières années ne sert qu'à gagner du temps. Et d'une certaine façon, on ne peut que l'approuver, quoi. Cette injection monétaire et ces politiques monétaires, en fait, a été d'une certaine façon une fuite en avant des principales puissances impérialistes. L'objectif étant la recherche d'une hypothétique croissance. En fait, on essaye à tout prix de relancer l'économie en essayant de relancer la croissance, mais on voit bien que ces politiques, même si elles ont réussi à éviter une récession généralisée, n'ont absolument pas eu les effets escomptés, quoi. Mais la différence par rapport à 2007, c'est que, en plus de cela, c'est vraiment maintenant une montagne de dettes que les principaux États ont accumulées, accompagnées d'une montagne de liquidités qui ont inondé les marchés financiers. Donc, on en arrive aujourd'hui à des contradictions telles que même les banquiers, même les assurances préfèrent, pour ne pas perdre d'argent, de payer les banques centrales pour garder leur argent en sécurité, ou de payer les États pour le garder en sécurité. Donc, pour terminer par une citation, donc voilà, donc loin de résoudre donc les contradictions de l'économie mondiale, c'est pire, elles se sont aiguisées. L'ensemble du capital fictif s'est développé à un niveau encore supérieur. En Europe, la crise des dettes souveraines pourrait bien faire son retour. En Chine, les pays émergents ne semblent plus pouvoir être le relais de croissance qui a permis à l'économie mondiale de ne pas sombrer en 2007. Et cette fois-ci, ni l'Europe ni les États-Unis n'auront plus de marge de manœuvre en cas de tempête, quoi, pour relancer l'économie ou pour nationaliser les banques, quoi. Donc,
toutes les banques centrales, contrairement aux précédentes crises, auront épuisé toutes leurs munitions. En fait, et donc, je finirai par une citation d'un banquier qui expliquait justement que cette crise, aujourd'hui, peut s'avérer plus dangereuse que celle de 2008, lors de la faillite de Lehman Brothers. Il explique qu'aujourd'hui, on a tout utilisé, il ne nous reste plus rien pour sauver l'économie mondiale, quoi. Donc voilà, donc ça c'est... clairement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, si une crise profonde survenait, ce sont potentiellement... ça pourrait aiguiser tout un tas de tensions entre les différents pays impérialistes, d'autant qu'il n'existe plus de marge de manœuvre.